Bienvenue au portail de formation initié par le professeur Daliet Kien, formateur international de renommée mondiale. Cette chaîne YouTube est accessible à tous les jeunes africains ayant au moins le niveau terminal des lycées et collèges ou baccalauréat, toutes séries confondues, A, B, C, D, E, F, etc. ou de première année d'université, et aux travailleurs, employés, ouvriers, techniciens et ingénieurs qui souhaitent acquérir des compétences et des qualifications en matière de conseil, d'études de faisabilité technique et financière des projets énergétiques, énergie renouvelable, solaire, biomasse, éolien, etc. À l'issue de la formation gratuite que vous recevrez sur cette chaîne et le site web associé, vous pourrez créer des entreprises hors réseau, des entreprises d'utilisation productive de l'énergie, irrigation, pompes solaires, alimentation en eau des fermes, etc. Et également de travailler en tant que consultant international pour l'Union européenne, les États-Unis ou les sociétés de conseil, ainsi que d'exercer dans les ministères de l'énergie, Direction générale de l'énergie et Agence d'électrification rurale, avec toutes les compétences et qualifications requises pour mener à bien votre mission sans l'aide de consultants étrangers. N'hésitez donc pas, surtout, à vous abonner à mes chaînes YouTube et TikTok et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos de formation. Cette formation, notez-la bien, est gratuite. À très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci de vous être joints à nous. Je m'appelle Daliet Charlemagne Kien, mais plus connu sur Internet sous le nom Daliet Kien. Je travaille dans le secteur de l'énergie depuis 1985, dès ma sortie de l'École supérieure interafricaine d'électricité, et j'ai pour objectif de laisser en héritage à la génération actuelle et à venir toutes les connaissances et qualifications et compétences que j'ai acquises depuis 1985. Un petit aperçu de la formation. Cette formation se déroulera sur 6 sessions. Toutes mes excuses, de moins d'1h30 chacune. La première session commencera par l'introduction. Nous passerons ensuite aux fondamentaux de la gestion d'un projet, c'est-à-dire comment structurer un projet bancable et présenter une introduction au concept comptable, parce que ce sont de ces concepts comptables et surtout les concepts de financement de projets qu'est construit le modèle financier, qui est un document très important auquel plusieurs parties participent durant le développement du projet et même après. Ensuite, la session 2 se focalisera sur l'aperçu des modèles financiers. La session 3 et 4 aborderont les sujets sur la structure du modèle, les fonctionnalités du modèle et les erreurs courantes qui arrivent quand on fait la modélisation financière. À partir des sessions 3 et 4, nous allons naviguer entre le modèle financier type et une présentation que nous vous communiquerons. Et on ajoutera également quelques études de cas lors des sessions 5 et 6 et des discussions entre les personnes qui accéderont à cette formation, soit à travers ma chaîne YouTube ou TikTok, pour mieux assimiler ces concepts. Nous terminerons cette formation par un petit récapitulatif et une certaine méthode de guide financier proposée par et pour le développement. Notez aussi que cette formation est très utile pour ceux qui travaillent dans les ministères d'énergie des différents pays pour leur permettre d'analyser et de
valider les projets de IPP, c'est-à-dire des producteurs indépendants. Nous espérons que cette formation sera très enrichissante pour tous ceux qui participeront à cette séance de formation et bien d'autres qui suivront pour vous faire passer successivement de consultant junior à consultant expert. D'abord même, il faut dire des niveaux terminal des lycées et collèges à consultant junior et de consultant junior à consultant expert des projets du secteur énergie renouvelable. Tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et TikTok recevront sur demande le PowerPoint de cette présentation avec un note de bas de page de chaque slide, toutes les phrases et commentaires que je prononcerai tout au long de cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons voir comment structurer un projet bancable. Nous allons voir également ici quels sont les différents contrats et documents exécutés dans le cadre d'un financement de projet. Le financement de projet, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de financement de projet généralement qui se fait sur du long terme et qui est structuré grâce à une combinaison optimisée des capitaux propres et des dettes. Donc, le projet financement sans recours est une structure qui va permettre de générer assez de revenus pour rembourser la dette qui a été contractée et également rémunérer les capitaux propres qui ont été investis à la hauteur du degré de risque du projet. Donc, cette structure de financement du projet est à la disposition des promoteurs de projets d'infrastructures à forte intensité de capital. Le financement sans recours se caractérise par une importante dépense en capital. En effet, ce sont des projets qui sont d'une grande intensité capitalistique. Donc, pour se financer, cela requiert la mobilisation de plusieurs investisseurs en capital et en dette. Donc, une deuxième caractéristique du financement de projets est la mise en place d'un fonds commun de créances, ou en anglais, Special Purpose Vehicle. En français, c'est plutôt FCC, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est l'un des outils les plus utilisés dans le financement de projets. Ce sont des entités distinctes financièrement et juridiquement qui sont indépendantes des promoteurs de projets et c'est créé spécifiquement avec l'objectif d'exécuter le projet. Le financement de projets se caractérise également par une allocation optimisée des risques entre les différentes parties prenantes du projet. L'objectif est de répartir les risques du projet entre les différents investisseurs et les financiers. Le financement des projets se caractérise aussi par un recours limité. En effet, les prêteurs n'ont qu'un recours limité ou, dans un certain cas, aucun recours du tout envers le promoteur du projet après l'achèvement du projet. Le financement des projets se concentre surtout sur les flux de trésorerie du projet. Les flux de trésorerie du projet doivent être suffisants pour couvrir les charges d'exploitation du projet, pouvoir rembourser la dette et pouvoir rémunérer les investisseurs en capitaux propres. Et enfin, il se caractérise également par une période d'exploitation du projet et définie dans le temps. Les projets concernés ont généralement une durée de vie qui est bien définie, comprise entre 20 et 30 ans, en cohérence avec les investissements à long terme auxquels elles sont associées. Donnons quelques petites précisions. Les risques. Le financement de projets établit des structures contractuelles qui limitent le risque au projet spécifique ou au portefeuille de projet, réduisant ainsi le risque de contagion financière entre les projets existants ou les actifs de la société et la nouvelle opportunité. Recours limité.
Le financement des projets permet à une entité d'obtenir un financement pour un nouveau projet garanti par les actifs du projet et les revenus ou flux de trésorerie futurs, plutôt que par le bilan ou les actifs d'une entreprise existante. Vous, vous aurez le PowerPoint, donc je vais aller, vous aurez à lire ces éléments. Je vais donc aller directement au, au, à au slide suivant qui pour entrer dans le vif du sujet. Donc, le principe du partage des risques et des opportunités de projet est un élément clé dans la structuration du financement de projet. De ce fait, plusieurs parties prenantes sont impliquées dans les structures de financement sans recours. D'un côté, nous avons les investisseurs ou promoteurs qui investissent dans les capitaux propres, dans l'entité qui a été créée, comme vous pouvez le voir. Ensuite, nous avons des investisseurs en dette. Pour les investisseurs en dette, ensuite, nous avons les investisseurs en dette. Pour les investisseurs en capitaux propres, on a un contrat d'exploitation ou un pacte d'actionnaires qui va les lier à la SPV ou FCC en français. Du côté des prêteurs qui vont investir en dette dans le projet, ils vont recevoir les services de la dette et un contrat de dette va lier les parties. D'autres parties prenantes sont également impliquées dans la structure de financement du projet. Nous avons les services publics qui achètent de l'électricité à la société de projet SPV ou FCC. Dans ce cas, un PPA, Power Purchase Agreement, ou contrat d'achat d'électricité est signé entre les deux parties. Nous avons également les contractants. Par exemple, le FCC peut faire appel à une société de construction pour s'occuper de la conception et la construction de la centrale. Dans ce cas, un contrat EPC est signé entre les deux parties. Nous avons également, d'un côté, des prestataires, Operation and Maintenance, ONM, qui signent un contrat d'exploitation et de maintenance avec la société de projet. Si nous prenons l'exemple des propriétaires fonciers, un contrat de location de terrain est mis en place avec la société de projet. Par exemple, un bail amphithéotique. Et enfin, nous avons des pouvoirs publics qui vont accorder un permis de construire à la société de projet. Cette liste n'est pas exhaustive. D'autres parties prenantes peuvent faire partie de la structure de financement de projet. On va dire généralement que ce sont les principales parties prenantes que nous venons de numérer. Comme je le disais il y a un instant, il y a plusieurs contrats clés qui doivent être exécutés entre la société de projet et les différentes parties prenantes. Donc, sur le côté droit, nous allons voir plus en détail quelques-uns de ces contrats. L'un des contrats les plus importants dans le financement des projets est le contrat d'achat d'électricité ou Power Purchase Agreement. Et tout au long de cette formation, nous vous donnons en fait toutes les clés, tous les fondamentaux, tout ce qu'il vous faut comme connaissance pour pouvoir soit rédiger les termes d'un contrat IPP ou bien de pouvoir contrôler et avant de valider un contrat IPP si éventuellement vous étiez dans un ministère de l'énergie en Afrique. La société en charge des services publics de l'électricité achète de l'électricité à la société des projets sur la base d'un contrat d'achat à long terme. Donc, à peu près une vingtaine d'années, avec un tarif qui est en devise forte et signé sur la base d'un contrat take or pay. Les promoteurs et les financiers du projet exigeront généralement une garantie ou un autre type de rehaussement de crédit en fonction de la note de crédit de l'acheteur pour couvrir le risque. Un contrat d'achat ne peut être considéré bancable que si les obligations de paiement sont garanties par une entité qui est compétente, c'est-à-dire
par une lettre de crédit ou par une organisation multilatérale, ou si l'acheteur concerné est jugé très peu susceptible de faire défaut. Ensuite, nous avons les contrats de financement par dette ou par capitaux propres qui définissent les obligations juridiques et financières des investisseurs et des prêteurs dans les projets. Généralement, ce type de contrat inclut la matrice de partage des risques et les prévisions de rendement pour chacune des parties. Nous pouvons également avoir un contrat d'ingénierie, c'est le contrat EPC. Généralement, ce contrat va permettre de couvrir la conception et la construction de la centrale sur la base d'un contrat clé en main qui est à prix fixe. Ce contrat oblige l'EPC à payer des pénalités de retard de performance si le contrat est livré en retard ou des pénalités si jamais la centrale, la centrale est livrée en retard ou, ou des pénalités si jamais la centrale ne délivre pas les performances attendues. Il s'est basé sur certaines caractéristiques clés qui sont prédéfinies dans le PPA. Ensuite, nous pouvons avoir un contrat type d'exploitation et de maintenance. Donc, cela permet de couvrir la maintenance pendant le nombre d'années d'exploitation après la mise en service de l'installation. Donc, ça permet de garantir à la société de projet certains paramètres de production qui ont été établis auparavant. Nous allons maintenant voir comment rendre le contrat d'électricité bancable. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe différents types de contrats d'achat d'électricité. Parmi les différentes approches de PPA, on distingue les négociations directes et des appels d'offres. Une négociation directe, qu'est-ce que c'est? C'est une approche qui permet à l'acheteur d'électricité et le vendeur d'avoir des discussions et essayer d'apprendre les préférences de l'un et de l'autre. Ça va permettre de faire des concessions sur différents points et d'élaborer un contrat qui convient aux deux parties. Donc, l'avantage d'une négociation directe est le fait que cela prend moins de temps qu'un appel d'offres. C'est donc particulièrement adapté s'il existe une contrainte importante de temps. Et l'un des inconvénients de cette approche est qu'elle s'inscrit difficilement dans une logique de planification à long terme. Il faut également prendre en considération le fait que la détermination d'un tarif compétitif dépend de la capacité de négociation de l'entité contractante et il est également important d'effectuer une analyse critique des éléments impactant l'économie du projet. Donc, un PPA peut être contracté à la suite d'un appel d'offres. Ça, c'est la deuxième approche. Il s'agit d'un processus concurrentiel qui est conçu pour attribuer un contrat sur la base d'offres soumises par les participants, selon les règles d'attribution transparentes. Les critères d'évaluation des offres peuvent être basés sur le prix ou cela peut être basé selon d'autres critères d'attribution tels que la création d'une industrie locale, les impacts environnementaux, etc. Donc, l'avantage de l'appel d'offres, c'est que cela permet a priori d'obtenir un tarif compétitif s'il y a assez de concurrents. Et l'un des inconvénients de cette approche, c'est que cela peut prendre du temps à mettre en place par manque d'expérience, les délais requis pour recevoir les offres, analyser les offres, choisir un gagnant, etc. Dans cette approche, il faut également prendre en considération que cela requiert un cadre régulatoire adapté et ça requiert également la mise en place de procédures spécifiques pour l'organisation des appels d'offres et l'attribution des marchés. Donc, il existe différents types de contrats d'achat d'électricité. Il y a des contrats d'achat d'électricité take or pay et il y a des contrats d'achat d'électricité take and pay. Certaines compagnies d'électricité envisagent aujourd'hui de passer à un modèle take and pay plutôt que take or pay pour réduire le coût de l'électricité. Si on prend le modèle take or pay,
les producteurs d'électricité doivent mettre cette électricité à la disposition de l'acheteur pour qu'elle soit injectée dans le réseau. Que l'acheteur consomme ou non l'électricité en provenance de la centrale du producteur, l'acheteur est tenu de payer selon le tarif qui a été défini dans le contrat PPA. Donc, le modèle permet de garantir l'achat d'électricité, peu importe la consommation ou non, ce qui rend le projet plus bancable. Ce modèle est particulièrement pertinent pour la société qui produit l'électricité et qui la vend dans la mesure où elle s'est engagée dans des contrats d'achat de long terme et doit mettre l'électricité à disposition d'un seul acheteur ou d'un acheteur public avant de chercher d'autres acheteurs privés. Donc, si vous voulez, le modèle T-Corp, si vous voulez, le modèle T-Corpé vise à dédommager les producteurs au secours d'opportunités et soutenir l'appétit du secteur privé pour l'investissement. Cependant, dans le modèle Tech-NP, l'acheteur ne paie au producteur que l'énergie qui est injectée dans le réseau. Donc, l'adoption du modèle Tech-NP transfère le risque aux producteurs indépendants d'électricité. Donc, les acheteurs ne paient que l'électricité injectée dans le réseau, ce qui fragilise un peu la rentabilité du projet. Il faut noter qu'il sera probablement plus difficile d'obtenir un financement pour les projets TKNP car les prêteurs financent les projets sur la base que le producteur d'électricité reçoive un paiement de capacité égal au service de la dette au minimum. Or, si un projet de production d'électricité est disponible mais non exploité, cela engendre le risque que le vendeur ne puisse pas recevoir le paiement pour couvrir le service de la dette. De ce fait, les projets TKNP réduisent l'appétit des investisseurs, réduisent les revenus du projet, augmentent le coût de financement. Il faut quand même dire quelque chose sur ce fameux TKNP. En conclusion, l'adoption du système TKNP, le modèle TKNP, transfère le risque aux producteurs indépendants d'électricité. En effet, les acheteurs ne paient que pour l'électricité injectée dans le réseau, ce qui fragilise la rentabilité du projet, à moins qu'il existe un marché vers lequel le producteur peut se tourner pour vendre sa production. C'est pour ça que ce type de modèle TKNP n'est pas très utilisé dans les différents pays africains. Maintenant, la propriété de la centrale ainsi que la durée et la responsabilité de son exploitation déterminent le type de structure contractuelle dans un projet d'infrastructure d'énergie renouvelable. On distingue donc les contrats BOT, BOOT et BOO. Les contrats BOT, Build, Operate and Transfer, c'est un contrat où on a la construction, l'exploitation et le transfert de la centrale. Ce contrat prévoit le transfert de la propriété des actifs financiers à l'autorité publique en fin de contrat. L'administration publique va déléguer la planification, la réalisation du projet à la partie privée ainsi que la gestion de l'exploitation de l'installation pendant la période donnée. La partie privée a le droit de conserver toutes les recettes qui sont générées par l'exploitation, mais elle n'est pas propriétaire de la structure concernée. L'installation sera par la suite transférée à l'administration publique en fin de contrat de concession, sans qu'aucun paiement ne soit dû à la partie concernée. Pour les contrats BOOT, Build, Own, Operate and Transfer, ce modèle diffère du contrat BOT car la partie privée est propriétaire des ouvrages et à la fin de la durée de concession, les ouvrages sont transférés à l'administration publique et dans ce cas, un paiement de ces ouvrages peut être établi. Et enfin, on a le contrat BOO, Build, Own and Operate, dans lequel les biens demeurent la propriété de l'exploitant. Le développeur est propriétaire des ouvrages construits, comme dans le cas du BOOT, mais
La propriété des installations n'est pas transférée à l'administration publique à la fin de l'accord de concession. Par conséquent, la valeur résiduelle du projet est entièrement exploitée par le secteur privé. Nous allons maintenant voir les principaux points à discuter dans le cadre d'un projet, d'un accord d'exploitation. Nous avons identifié 6 points clés de négociation dans le cadre d'un PPA. Nous avons l'identification et l'allocation des risques, la disponibilité de l'électricité, la fixation de l'ajustement des tarifs, le suivi et la régulation de la performance. Nous avons également la résolution des conflits et enfin le financement de projets. Au niveau de l'identification et l'allocation des risques, le fondement d'un PPA bancable est la réalisation d'un équilibre et d'une répartition équitable des risques entre les parties prenantes. La première étape consiste à identifier les risques des projets. Le risque, c'est un événement incertain qui, lorsqu'il se produit, a un impact négatif sur au moins un des objectifs du projet. L'un des principes fondamentaux de financement des projets est que chaque risque doit être identifié et alloué à la partie la plus à même de le gérer. Les principaux risques qui se présentent dans le cadre d'un PPA peuvent être classés comme suit. Nous avons le risque général. Nous avons le risque général qui se décompose comme force majeure, changement de loi, risque politique, changement de fiscalité ou changement de contrôle. Nous avons également des risques qui sont plus spécifiques et qui peuvent être liés soit à la période de construction, donc risque d'interconnexion, réseau, accès au site, tests, et nous avons des risques opérationnels, donc les risques de change, obligations d'achat et de performance. Certains risques sont présents pendant toutes les phases d'un projet. Certains risques n'apparaissent que pendant la phase de développement et de construction, tandis que d'autres n'apparaissent qu'une fois le projet opérationnel, donc pendant la phase d'exécution du projet. Pour identifier les risques, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Nous avons la structure de répartition des risques. C'est un outil qui est important dans la gestion des risques et qui permet de faire une répartition des risques. On appelle ça généralement le risk breakdown structure, qui est une représentation hiérarchique des risques. Les risques sont cartographiés du niveau le plus élevé au niveau inférieur et ils sont après alloués en fonction de la partie prenante qui est la plus à même de gérer le risque. On a également une méthode qui consiste à faire une révision du document et de la bibliographie. Donc, cela consiste à faire une recherche sur les types de risques d'un projet d'infrastructure. Nous avons également l'analyse comparative avec des projets similaires qui ont été exécutés dans le passé. Regardez les risques qui ont été soulignés dans ces projets pour pouvoir ainsi les anticiper. Enfin, nous avons l'analyse des scénarios. Dans ces cas, on se focalise tout d'abord sur les événements redoutés, puis les différents scénarios de menaces qui peuvent les provoquer. Les risques peuvent alors être identifiés en combinant les événements redoutés et les scénarios de menaces, puis estimés et évalués afin d'obtenir une liste hiérarchisée selon leur importance. Identifier les risques va permettre une répartition claire entre les différentes parties prenantes et leur intégration dans le PPA. Une fois les risques identifiés, les prochaines étapes consistent à trouver les meilleurs moyens pour les neutraliser et ensuite les répartir entre le secteur privé et le secteur public. Le fondement d'un PPA bancable est la réalisation d'un équilibre et d'une répartition équitable des risques entre les parties prenantes. En principe, on identifie les risques en fonction du stade d'avancement du projet. On a les risques pendant la période de construction, on a des risques aussi pendant la période d'exploitation et des risques à la fin du projet. En fonction du risque, il est réparti entre le secteur privé et le secteur public ou il est partagé entre les deux secteurs.
Par exemple, au moment de la construction, où on peut avoir un risque de dépassement de coûts ou un risque de retard qui est généralement attribué au secteur privé. C'est-à-dire que le risque revient, par exemple, aux développeurs. À l'étape d'opération, d'exploitation, on a un risque de changement législatif qui peut impacter le projet. Dans ce cas, le risque est alloué au secteur public. À la fin de vie du projet, on peut avoir, par exemple, un risque de taux d'intérêt qui est alloué au secteur privé ou un risque de refinancement de projet qui est partagé entre le secteur privé et le secteur public. La complexité de la répartition des risques se trouve dans le fait qu'il y ait différentes parties prenantes avec des intérêts qui sont différents. Une fois les risques identifiés et répartis, la dernière étape consiste à mettre en place les mécanismes pour les mitiger. Le principe consiste à allouer le risque à la partie prenante qui est la plus à même à le maîtriser. Par exemple, le risque au moment de la conception est la plupart du temps alloué à l'entreprise de construction, dont l'EPC. Il est responsable de la construction. Dans certains cas, des assurances peuvent être utilisées pour couvrir ce risque. Pour le risque de change, généralement, le tarif de PPA est déterminé en monnaie locale. Par exemple, pour le cas de la Côte d'Ivoire, les paiements se font en francs CFA. Les paiements en monnaie locale comportent le risque que la monnaie locale devienne inconvertible. Il est possible de mitiger ces risques en souscrivant une assurance des risques politiques. Par exemple, le risque de crédit, les prêteurs peuvent exiger des instruments de rehaussement de crédit tels que les garanties gouvernementales dans les transactions pour mitiger les risques affectant le flux de revenus. Et pour le risque de liquidité, un opérateur peut mitiger le risque de liquidité à court terme en bloquant des liquidités sur un compte de ses caisses, par exemple. Dans ces slides, nous faisons un focus sur les outils de rehaussement de crédit qui sont souvent utilisés pour couvrir le risque de crédit. L'objectif de ces outils est de renforcer la confiance des investisseurs en réduisant les risques de pertes éventuelles ou réelles. Cela permet aux emprunteurs d'avoir une plus grande capacité de négociation. Les caractéristiques de ces outils sont principalement l'amélioration des conditions de prêt pour l'emprunteur. Par exemple, avoir un taux d'intérêt préférentiel ou une période de grâce ou allonger les échéances de la dette. Ces outils sont généralement proposés par des structures qui ont assez de fonds disponibles ou elles sont généralement passées en réserve de façon à ce que s'il y a un défaut dans la trésorerie ou un manque de trésorerie, cela peut rembourser le principal ou les intérêts de la dette. Comme on peut le voir sur le graphe ci-dessous, imaginons un cas d'emprunt sans outil de rehaussement de crédit qui sont représentés par les barres blanches. Vous avez un taux d'intérêt de 15% et une période de remboursement beaucoup plus courte, comparé au barre rouge qui est un cas d'emprunt avec outil de rehaussement de crédit où l'emprunteur bénéficie d'un prêt à un taux plus bas, donc 10%, avec une période de remboursement allongée. Donc, si vous voulez, avec l'outil de rehaussement de crédit, ce type de profil permet au projet de réduire le coût du prêt. L'avantage de cet outil est de permettre d'augmenter la bancabilité des projets en réduisant le taux d'intérêt. Ça permet aussi d'allonger la durée de remboursement et l'échéance de la dette, ce qui permet d'améliorer la trésorerie du projet. Ça permet d'alléger les clauses de la dette. Ça permet également d'avoir plus de prêteurs et de financiers prêts à investir dans le projet. Cela permet également d'augmenter le nombre d'emprunteurs et d'opérations de prêt à grande échelle et aussi d'exécuter des projets à grande échelle avec moins de risques. À travers le consultant et ses partenaires, nous pourrons aider les projets d'énergie renouvelable à intégrer les différents outils de rehaussement de crédit. Dans la matrice à gauche, on peut voir différents outils de garantie des risques. Par exemple, nous avons la garantie partielle de l'État qui peut permettre de couvrir le risque pays, le risque juridique et le risque lié à l'acheteur d'électricité. Nous avons également l'assurance contre le risque politique qui va permettre de couvrir le risque pays
le risque juridique, le risque d'échange, le risque lié à l'acheteur et le risque lié à la transmission. Nous avons également, par exemple, les garanties sur les comptes de réserve du service de la dette ou encore les garanties de liquidité qui vont permettre de couvrir les risques de liquidité ou de refinancement. On trouve également d'autres garanties comme la garantie partielle des risques de crédit et produits dérivés pour couvrir les risques d'échange. Nous avons des fonds de garantie pour ouvrir le risque d'échange. Nous avons des lettres de crédit, etc. Nous allons rentrer plus en détail dans les prochains slides à venir. Sur la partie de droite, on peut voir une structure classique d'un projet bancable. Comme on peut le voir, la société qui est le porteur du projet est donc la FCC ou SPV en anglais. Pour recevoir une garantie sur la lettre de crédit, le gouvernement peut par exemple émettre une garantie partielle de l'État ou une lettre de confort à l'organisme d'assurance qui va permettre aux prêteurs et aux investisseurs de pouvoir prendre une participation dans le projet plus facilement. Du coup, dans chaque étape de cette structure, le consultant peut apporter un soutien. On peut par exemple aider la société de projet dans la recherche de banques pour fournir la lettre de crédit. Comme vu dans la slide précédente, les projets dans les pays en développement bénéficient d'une large gamme d'outils de rehaussement de crédit. Nous allons voir plus en détail les principaux outils. Le risque couvert par ces derniers et les institutions qui sont émettrices de ces outils. Nous avons la garantie partielle des crédits qui couvre une partie des remboursements prévus des prêts du secteur privé contre le risque de défaillance. Nous avons également l'assurance contre le risque politique qui couvre le défaut de paiement de l'entité souveraine ou de l'entreprise privée qui est liée à des raisons politiques. Nous avons l'assurance PRI qui assure les investisseurs et les prêteurs. Toutefois, cette couverture est limitée à moins de la totalité de l'investissement ou du prêt. Nous avons également les garanties partielles des risques ou PRG qui couvrent les prêteurs commerciaux dans leurs projets privés et qui couvrent généralement le montant total de la dette. La garantie partielle des crédits est quasiment semblable à la garantie partielle des risques, mais elle est déclenchée indépendamment de la clause de défaut de paiement. Dans ces trois outils présentés, ces trois outils présentés permettent de couvrir le risque lié à l'acheteur et le risque politique et elles peuvent être émises par des institutions telles que MIGA, la Banque mondiale, USAID, l'AFDB, BIRD, IDA, ATI, etc. ATI ou ACA, etc. pour couvrir le risque de liquidité et de refinancement. Pour couvrir le risque de liquidité et de refinancement, une garantie sur le compte de réserve du service de la dette doit être mise en place. Cet outil permet de neutraliser la nécessité de réserver du cash pour le service de la dette et de mettre ce cash à la disposition pour la société de projet. Elle peut être émise par GarantCo ou d'autres garanties potentielles telles que BOAD, AFDB, ASDB, c'est la Banque islamique, IBRD, IDA et USDFC pour les États-Unis. Ensuite, nous avons également les lettres de crédit qui sont obtenues auprès des banques commerciales ou par exemple de la SFI de la Banque mondiale, du groupe de la Banque mondiale. Elle permet de couvrir les paiements au titre du PPA pendant une période déterminée. On distingue les lettres de crédit stand-by, c'est-à-dire qu'elle est liquidée en une seule fois, ou des lettres de crédit renouvelables. La lettre de crédit peut être garantie par une organisation multilatérale telle que IDA, ATI ou l'AFD. Cet outil permet de couvrir le risque de liquidité et le risque lié à l'acheteur. Ensuite, nous avons des garanties sur les extensions de liquidité qui couvrent les risques de change ou permettent aux banques commerciales locales d'accorder des prêts à long terme dans la monnaie locale. Cet outil est disponible auprès des GarantCo ou d'autres institutions telles que BOAD, AFDB, ASDB, IBRD, IDA
et USDFC. Enfin, nous avons les mécanismes de financement de la préparation des projets d'infrastructure, IPPF, qui couvre le risque de développement du projet. Ça permet de couvrir les frais de développement du projet et ces frais sont généralement restitués aux développeurs retenus à la clôture financière. Le gouvernement, l'acheteur d'électricité, doit rembourser les fonds dépensés si le projet ne se réalise pas en raison d'un défaut de sa part. Cet outil doit être trouvé auprès de la GIF ou NEPAD IPFF. Encore, parmi les principaux points à discuter dans le cadre d'un accord d'exploitation, nous avons la disponibilité de l'électricité. Le producteur consent à livrer un volume de production prédéterminé. Il est donc essentiel de s'assurer qu'il est en mesure de répondre à cette exigence. Dans un PPA annuel de base, l'acquéreur accepte d'acheter un volume déterminé d'énergie pour chaque heure de l'année. Les risques liés au profil et au volume sont alloués au vendeur car il doit livrer l'énergie convenue quoi qu'il arrive. Le vendeur d'électricité supportera généralement les risques associés à ses obligations de construction et d'exploitation dans le cadre du PPA. Cela peut inclure le risque de ne pas satisfaire aux exigences de la capacité de la centrale construite. Donc, les défis de la disponibilité d'électricité résident dans le fait que de nombreuses technologies renouvelables ne peuvent pas produire en permanence, contrairement à la production traditionnelle baseload. Comme on peut le voir sur le graphique, la charge de base représente le seuil minimum de demande d'électricité requis sur une période. La charge de pointe ou peak load représente une période courte pendant laquelle la demande d'électricité est élevée. La charge de base intermédiaire représente une période où la demande d'électricité est supérieure à la charge de base, mais est inférieure à la charge de pointe. Comme on peut le voir sur le graphique, la demande est fluctuante indépendamment des périodes. Le vendeur doit être en mesure de mettre sa centrale électrique à la disposition de la Société des services publics de l'électricité aux besoins. Pour s'assurer d'être en mesure de répondre aux besoins en charge de la Société des services publics de l'électricité, le vendeur et l'acheteur doivent mettre en place des mesures dans le PPA telles qu'une norme de disponibilité minimum, une caution de performance, la rétention des paiements d'électricité ou encore des textes annuels pour vérifier la capacité fiable qui a été déclarée par le vendeur. Parmi les principaux points à discuter dans le cadre d'un accord d'exploitation, nous avons également la fixation et l'ajustement du tarif. Le tarif dans le contrat d'achat d'électricité est un élément essentiel et en principe, les parties bénéficient d'une sécurité tarifaire, les parties bénéficient d'une sécurité tarifaire à long terme. En général, les PPA pour les technologies renouvelables exigent que la société de projet livre et vende exclusivement à l'acquéreur toute l'énergie produite par la centrale de production. Le prix est exprimé en termes simples tels que les centimes ou autres unités monétaires par kilowattheure ou des dollars ou autres unités monétaires par mégawattheure produits et livrés. L'illustration ci-dessous montre les principaux éléments qui composent une redevance des capacités de base et indique, en termes généraux, la taille relative de chacun de ces éléments au début de la durée d'un PPA. Donc, cela inclut majoritairement les coûts de remboursement et les intérêts sur les prêts de projet, les rendements de capitaux propres. Il permet ensuite de couvrir les coûts fixes et variables d'exploitation, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le revenu. Au cours des dernières années de la période de remboursement des prêts, l'intérêt sur les prêts de projet diminuera en supposant un amortissement linéaire. Cette diminution est compensée par l'augmentation des composantes
tels que remboursement des prêts projets, rachat et rendement des capitaux propres. Le tarif comprend également d'autres coûts qui ne sont pas inclus dans les redevances d'énergie, tels que les coûts de services auxiliaires fournis si ces services sont inclus dans le champ d'application du PPA. Le tarif négocié dans le PPA est généralement fixé pour toute la durée du contrat. Il existe toutefois des mécanismes qui peuvent permettre son ajustement. Ces mécanismes sont définis au préalable dans le contrat d'achat d'électricité. Il faut savoir, en règle générale, le tarif peut être ajusté en cas d'inflation. Mis à part ce cas, c'est assez rare d'ajuster le tarif, mais cela peut arriver dans le cas de changement de loi. Légalement, en cas d'ajustement, un principe cap and collar est appliqué. Cela consiste à plafonner la baisse ou la hausse du tarif jusqu'à un certain pourcentage afin de protéger les différentes parties prenantes. Au moment de la négociation du tarif, les intérêts du vendeur et de l'acheteur diffèrent. Le vendeur aura tendance naturellement à essayer de fixer un prix de vente à la hausse, tandis que l'acheteur essaiera d'acheter l'électricité au prix le plus bas possible. L'acheteur est généralement plus réticent à vouloir un ajustement des prix. Plusieurs possibilités s'offrent au gouvernement pour être sûr de payer un tarif raisonnable pour l'électricité et qui reflète les tendances du marché. Il peut faire une prévision de l'inflation et modéliser l'inflation sur plusieurs années et si jamais ce dernier est acceptable, il indexe l'inflation sur le tarif négocié dans le PPA. Et si jamais lors de la modélisation de l'inflation, on prévoit une période d'hyperinflation, dans ce cas, le mécanisme cap and collar dont j'ai parlé précédemment peut être appliqué. Le gouvernement aura la possibilité de plafonner le montant de l'augmentation des tarifs à un certain pourcentage. Parmi les principaux points à discuter encore dans le cadre d'un accord d'exploitation, nous avons également tout ce qui est relatif au suivi et à la régulation de la performance. Donc, différentes clauses de PPA permettent de contrôler la performance du promoteur, donc d'assurer la qualité des services. Ces clauses peuvent être décomposées en fonction du stade d'avancement du projet, au moment du développement, au cas où la construction ne commence pas à temps, une clause de PPA donne la possibilité à l'acheteur de résilier le contrat. Autrement, l'acheteur peut demander à la société productrice des paiements en guise de garantie. Au moment de la construction, dans le cas où la construction est suspendue définitivement ou pour une courte durée, une courte période, une clause de PPA permet à l'acheteur de résilier le contrat dans la mesure où le vendeur fait défaut. En cas de retard dans la construction, le PPA prévoit généralement des pénalités qui sont payées par la société de projet à l'acheteur et également la possibilité de résilier le contrat. Au début de l'exploitation, le PPA prévoit une clause pour mettre en place des essais de la centrale. Différents paramètres sont testés, par exemple la tension, la fréquence, etc. L'objectif est de s'assurer que les installations fonctionnent conformément à la performance contractualisée. Les tests sont réalisés par le promoteur quand bien même que l'acheteur a la possibilité de faire une contre-expertise. Si les tests ne sont pas concluants, l'acheteur a la possibilité de faire modifier la centrale, d'appliquer des pénalités et ou encore, dans un dernier cas, de résilier le contrat. Et enfin, pendant la phase d'exploitation, des clauses sont prévues telles que les dommages et intérêts si la performance de la production minimale garantie dans le PPA n'est pas réalisée. Une clause dans ce cas d'abandon de l'exploitation est également prévue, permettant à l'acheteur de résilier le contrat. Une clause de maintenant est également prévue en cas de défaut de la centrale. L'acheteur peut également exiger des pénalités au promoteur. Du coup, deux mécanismes peuvent être mis en place dans le cadre du PPA pour s'assurer du bon déroulement du projet. Nous avons une caution de développement
ou une garantie de bonne exécution. La caution de développement peut être exigée dans certains pays en contrepartie d'un accord de concession. La caution permet à l'acheteur d'utiliser les fonds en cas de défaut. La garantie de bonne exécution est un engagement qui permet de dédommager l'acheteur en cas de défaillance du promoteur. Elle peut prendre la forme d'une lettre de crédit ou de garantie bancaire. L'objectif principal de la caution est d'avoir une valeur dissuasive. Elle est généralement insuffisante pour couvrir le coût réel qui est subi par le gouvernement en cas de non-exécution. Parmi les principaux points à discuter dans le cadre d'un accord d'exploitation, on trouve tout ce qui est relatif au mécanisme de résolution des conflits. Un PPA c'est un contrat à long terme. On ne peut pas être forcément certain du bon déroulement du projet. Donc, lorsqu'un litige survient, il est dans l'intérêt de toutes les parties de le résoudre le plus rapidement et effectivement possible à l'amiable de préférence. Les litiges peuvent porter sur les questions techniques ou financières. Par exemple, un litige sur la facturation, ou ils peuvent également porter sur l'interprétation du contrat. Dans l'objectif du mécanisme de résolution des litiges, donc l'objectif du mécanisme de résolution des litiges est de garantir que quel que soit le type de litige, il soit résolu rapidement afin que les parties puissent reprendre le plus rapidement possible l'exécution de leurs obligations respectives dans le cadre du PPA. Parmi les mécanismes de résolution des litiges, on trouve la communication. C'est la meilleure approche possible dans la mesure où le conflit peut être résolu assez rapidement à travers un dialogue. Le PPA généralement exige d'essayer d'utiliser cette méthode dans un premier temps avant de passer à des mécanismes un peu plus formels. Si les discussions ne fonctionnent pas, les deux parties peuvent tenter une médiation. Dans ce cas, un fonctionnaire ou expert indépendant est désigné pour trancher sur la question. Toutefois, la décision du médiateur n'a pas de valeur juridique et les deux parties ne sont pas dans l'obligation d'accepter la décision de ce fonctionnaire ou expert indépendant. Au cas où la médiation ne marche pas, un autre mécanisme de résolution des conflits consiste à passer à l'arbitrage. Certains organismes tels que la CIRD, c'est le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, peuvent être mis en place, mais contrairement à la médiation, la décision d'un arbitre est contraignante. Les deux parties s'engagent dès le début à respecter les conclusions de l'arbitre. Un autre mécanisme de résolution des conflits est le litige. Là, c'est une méthode qui est plus formelle et cela se fait généralement devant les tribunaux. Généralement, dans l'intérêt des deux parties, on a tendance à éviter cette solution étant donné qu'elle est plus coûteuse pour les deux parties, même pour la partie gagnante. Elle prend également beaucoup de temps. En règle générale, il faut savoir que pour ces grands types de projets d'infrastructures qui impliquent des investisseurs étrangers, le PPA exige que les droits d'un pays tiers soient appliqués pour trancher les litiges. Enfin, en cas de conflit, la résiliation du contrat est possible. Donc, la résiliation peut se faire pour cause ou, dans certains PPA, le client n'a pas besoin de donner de raison. Si la résiliation sans motif est autorisée, il existe alors des procédures détaillées sur la manière dont tous ces coûts accumulés du projet seront répartis et recouvrés. Enfin, un des points principaux à discuter lors d'un contrat d'exploitation concerne le financement du projet. Le projet peut être financé en capitaux propres par la société de projet de l'investisseur ou par l'État. Il peut également être financé en dette. Et enfin, il peut être financé à travers des subventions. En général, la part de dette représente autour de 70% du projet contre 30% des capitaux propres. En fonction du stade d'avancement du projet, plusieurs sources de capitaux sont disponibles. Au moment du développement du projet, où le risque est le plus élevé, un rendement plus important est attendu par les investisseurs. Dans ce cas, on peut trouver des investisseurs en capitaux propres
mais pas réellement d'investisseurs en dette. Ces derniers, généralement, vont attendre que le projet soit à un stade plus avancé pour s'engager. Entre le moment de la clôture financière et la construction du projet, de la centrale, pardon, on peut trouver plus d'investisseurs en dette tels que les DFI, Development Finance Institutions, institutions de financement du développement, les banques commerciales, les organismes de garantie ou des financiers concessionnels qui peuvent également s'engager. Durant la phase d'exploitation du projet où le risque est beaucoup moins élevé et les rendements attendus sont un peu plus faibles, on peut trouver des investisseurs en capitaux tels que les fonds d'infrastructure, des prêteurs, marchés des capitaux et autres organismes de garantie. Certaines sources, par exemple les obligations, ont tendance à imposer moins de contraintes au projet, mais ces contraintes peuvent s'avérer beaucoup plus difficiles à modifier ou à lever. D'autres, par exemple, les prêteurs commerciaux peuvent être assez intrusifs en ce qui concerne les opérations du projet, mais il est plus facile de travailler avec eux lorsque les changements interviennent dans le projet. D'autres encore, prêteurs multilatéraux et banques régionales de développement, agences de crédit à l'exportation, etc., peuvent offrir des taux particulièrement attractifs et peut-être une protection contre le risque politique, mais avec des conditions comme l'obligation d'acheter des biens d'une certaine origine nationale, de respecter certaines normes environnementales ou de travail, peuvent offrir des taux particulièrement attractifs et peut-être une protection contre le risque politique, mais avec des conditions annexes telles que l'obligation d'acheter des marchandises d'une certaine origine nationale, de respecter certaines normes environnementales ou de travail. Donc, les principaux prêteurs dans les projets d'infrastructures énergétiques sont les DFI tels que la SFI, BM, Banque mondiale, FMO, Proparco, SFI du groupe de la Banque mondiale, FMO, Proparco, la Banque mondiale, etc. Nous avons également les banques multilatérales de développement comme l'AFDB, la BOAD, l'ASDB, Banque islamique. Nous avons des fonds dédiés tels que l'AFC, Africa 50, Infraco. Nous avons également les banques commerciales telles que la BOA, UBA, la Société Générale, etc. Il faut savoir que les prêteurs ne s'intéressent au projet qui offre un rendement qui correspond au risque qui est pris. Les caractéristiques des prêts en général sont les suivants. Une durée d'échéance qui peut aller de 15 à 25 ans. Nous avons généralement une période de grâce où le remboursement du prêt n'est pas effectué et qui peut aller de 1 à 3 ans après le début d'exploitation du projet. Le remboursement de la dette peut se faire en annuité. Un montant égal est versé chaque période comprenant les intérêts de la dette. Il peut être également fait de manière linéaire avec un remboursement constant du capital à chaque période. Autrement, le remboursement peut se faire en ciblant le taux de couverture de la dette, qui est une des méthodes les plus privilégiées. C'est un compte de réserve pour le service de la dette et les remboursements sont adaptés en fonction de la trésorerie disponible. Les prêteurs exigent généralement un compte de réserve du service de la dette qui peut aller de 6 à 12 mois. Ce compte de réserve est utilisé pour payer le principal et les intérêts de la dette et il est défini comme étant le nombre de mois du service de la dette qui doit être réservé à l'avance. Dans les clauses de la dette regardées par les prêteurs sont le taux de couverture de la dette DSCR et le taux de couverture sur la durée d'emprunt LLCR. Le DSCR est calculé en divisant le revenu net d'exploitation par le service total de la dette et les standards du marché se situent entre 1,1 à 1,45. Le LLCR est calculé en divisant la valeur actuelle nette du cash disponible pour le remboursement de la dette par le montant de l'encours de la dette. Les standards du marché se situent entre 1,1 et 1,45. En moyenne, 25 à 30% du financement des projets de financement sont injectés en capitaux propres provenant d'entités publiques, de banques multilatérales, de développement, de promoteurs, de fonds de private equity, les investisseurs prenant plus de risques que les prêteurs en dette,
attendent des rendements qui sont beaucoup plus importants. Donc, si vous voulez, ils feront attention au taux de rentabilité interne du projet et au taux de rentabilité interne des capitaux propres qui tournent autour de 10% pour le TRI du projet et autour de 13% pour le TRI des capitaux propres. Ils feront également attention au délai de récupération des fonds investis qui tournent autour de 15 à 20 ans. Nous allons dans cette section présenter les états financiers. Les investisseurs consultent généralement 3 états financiers pour évaluer les performances et la santé financière d'une entreprise. Les 3 états financiers sont le compte de résultat qui se focalise sur les revenus et les charges de l'entreprise pendant une période. La perte et le profit est déterminé en prenant tous les revenus et en enlevant toutes les charges. Ensuite, on va regarder le bilan de l'entreprise qui est une photographie à l'instant T de tous les actifs et les passifs de l'entreprise. Et enfin, le dernier état financier est le tableau des flux de trésorerie qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des trésoreries pour opérer, pour payer les dettes, financer ses dépenses et investir. Dès lors, donc, lors de l'évaluation d'un projet, les investisseurs vont prendre en considération les 3 états financiers pour être sûrs de la viabilité financière de l'entreprise. Le compte de résultat présente les recettes et les dépenses générées par un projet sur une période donnée. Ça présente tout d'abord le chiffre d'affaires de l'entreprise sur une période et les dépenses qui sont engagées pour générer ce chiffre d'affaires. L'objectif du compte de résultat est de faire concorder les ventes avec les dépenses qui y sont associées et cela permet de calculer le profit de l'entreprise. Donc, pour le management de la société, le compte de résultat, c'est un outil de décision, de management pour prendre des décisions telles que l'expansion vers de nouvelles zones géographiques, l'accélération des ventes, l'augmentation de la capacité de production, la fermeture d'un département ou d'une ligne de produits. Les investisseurs, eux, s'intéressent au compte de résultats pour mesurer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Ils auront généralement tendance à se concentrer sur les ratios, par exemple la marge brute, l'EBITDA ou l'EBIT. Les investisseurs financiers en dette auront tendance à avoir un usage plus limité du compte de résultats. Ils sont généralement plus concentrés sur le tableau de flux de trésorerie. Le compte de résultat permet de montrer la rentabilité de l'entreprise, mais à lui seul, il ne suffit pas à dire si le projet génère suffisamment de cash pour se maintenir à flot et rembourser la dette. Il faut toujours l'analyser à travers le bilan ou le tableau de flux de trésorerie pour s'assurer que le projet génère suffisamment de liquidités pour rembourser les dettes. À droite, on peut voir un exemple de compte de résultat. Généralement, dans les postes de compte de résultat, nous avons le chiffre d'affaires. Par exemple, dans le cadre d'un projet d'énergie renouvelable, nous aurons la vente d'électricité. Ensuite, à ce chiffre d'affaires, nous allons soustraire le coût des marchandises vendues. Ce sont les coûts de production qui sont directement liés à la production d'énergie. Cela va nous permettre d'avoir la marge brute. On fait notre chiffre d'affaires moins le coût des marchandises vendues. À cela, nous allons déduire toutes les charges d'exploitation. Ça peut, par exemple, être les coûts d'exploitation et de maintenance, la location des bureaux, les salaires, les frais juridiques, les coûts de développement de produits, etc. Ensuite, en enlevant les charges d'exploitation, nous aurons l'EBITDA. À cet EBITDA, nous allons soustraire tout ce qui est dépréciation et amortissement. Cela peut être la dépréciation de la centrale, tout ce qui est actif corporel et incorporel. De là, nous allons avoir l'EBIT et de l'EBIT, nous allons soustraire tous les intérêts, ce qui nous donnera notre EBT. Et de l'EBT, nous allons prélever l'impôt pour arriver à notre revenu ou bénéfice net. Le compte de résultat comprend 4 indicateurs clés de profit. La marge brute, c'est le chiffre d'affaires moins le coût d'achat
des marchandises vendues. Cela permet d'évaluer l'efficacité du projet. Cela permet de faire une première vérification du business model de l'entreprise. Ensuite, un deuxième métrique clé, en deuxième métrique clé, nous avons l'EBITDA, ce qui signifie le bénéfice avant intérêt et impôts, dépréciation, amortissement. Donc, le chiffre d'affaires moins le coût d'achat des marchandises moins les charges d'exploitation. L'EBITDA va permettre d'analyser et de comparer la rentabilité entre les entreprises du même secteur car il élimine les effets des décisions qui sont liées au financement, à la fiscalité et à la comptabilité. Un troisième métrique, une troisième métrique importante est l'EBIT, qui signifie le bénéfice avant intérêt et impôts. Pour le calculer, on part de l'EBITDA et nous enlevons les dépréciations, les amortissements, les actifs corporels et incorporels. Donc, l'EBIT est une mesure importante de l'efficacité opérationnelle d'un projet. Cela permet de prendre en compte les charges indirectes telles que la taxe, les intérêts dus à la dette. Elle montre combien le projet gagne à partir de ses opérations principales. Et enfin, une des dernières métriques clés du compte de résultat est le revenu ou bénéfice net, donc la dernière ligne du compte de résultat. Cela permet aux investisseurs d'évaluer la rentabilité de l'entreprise et leur permet également de vérifier si le projet génère suffisamment de bénéfices sur les ventes et si les coûts d'exploitation et les frais généraux sont couverts. Le bilan présente l'actif, le passif et les capitaux propres d'un projet à un instant T. Donc, les éléments du bilan sont classés en fonction de l'actif, du passif et des capitaux propres. Il faut savoir que l'actif est toujours égal au total des passifs plus les capitaux propres. Le bilan doit toujours être équilibré. Les actifs, ce sont les ressources qui sont contrôlées par le projet. C'est tout ce que l'entreprise possède, c'est-à-dire son patrimoine en quelque sorte et qui est utilisé pour générer un avantage économique. Ensuite, d'un autre côté, nous avons les passifs qui sont toutes des obligations financières que le projet doit respecter. En quelque sorte, tout ce que l'entreprise doit. Et nous avons à la fin les capitaux propres qui représentent le montant total des fonds investis par les actionnaires de l'entreprise. Le bilan permet de renseigner les investisseurs sur les fondamentaux d'un projet, c'est-à-dire le niveau d'endettement du projet qu'on peut voir sur le côté du passif. Il permet également de voir le montant des créances qui doivent être recouvrées ou collectées. Du coup, pourquoi le bilan ne suffit-il pas à lui tout seul? Le bilan va permettre de voir ce que l'entreprise possède, ce que l'entreprise doit, mais le bilan ne permet pas de montrer la rentabilité de l'entreprise. Donc, le bilan peut montrer que l'entreprise est très peu endettée, mais d'un autre côté, l'entreprise peut être déficitaire et avoir un flux de trésorerie négatif. Il est souvent recommandé de regarder le tableau de flux de trésorerie pour justement voir la capacité de l'entreprise à générer du cash ou encore de regarder le compte de résultats pour voir la rentabilité de l'entreprise. Sur la droite de ces slides, nous pouvons voir un exemple de bilan. Donc, comme on peut le constater, nous avons des actifs d'un côté. Les actifs sont généralement répartis entre les actifs courants et les actifs non courants. Dans les actifs courants, nous avons tout ce qui est liquidité. Ça peut être le cash qui est disponible en banque. Nous avons des comptes débiteurs, par exemple, les lignes de crédit ou les créances clients. Nous avons des inventaires, ce qui n'est pas fréquent dans les projets d'énergie renouvelable. Nous avons également des services prépayés tels que les assurances. Ensuite, nous avons les actifs non courants comme les immobilisations corporelles. Ça peut être la centrale, les bâtiments, les terrains, les bureaux, etc. Et nous avons les immobilisations incorporelles. Ça peut être la liste des clients, le nombre de commerciales, les brevets, les licences, etc. Ensuite, du côté des passifs, nous avons également les passifs courants et les passifs non courants. Du côté des passifs courants, nous pouvons trouver tout ce qui est ligne de crédit aux fournisseurs, les charges à payer, les salaires dus, les revenus non réalisés. Du côté des passifs non courants, nous allons trouver des dettes, excusez-moi, des dettes à long terme comme les dettes seniors dans le cas d'un projet à énergie renouvelable.
Et enfin, nous avons des capitaux propres, nous avons des participations au capital, c'est que les actionnaires ont investi dans le projet et les bénéfices non distribués. Le bilan est composé de trois postes clés. Nous avons l'actif qui montre tous les actifs tangibles de l'entreprise, tels que les centrales électriques, les systèmes de stockage d'énergie par batterie, les bureaux, les ordinateurs, les machines, les terrains. Nous avons également tout ce qui est actif intangible de l'entreprise, par exemple les marques, les brevets, les licences, etc. Les actifs sont séparés sur le bilan en fonction de leur facilité à se convertir en cash. Si on prend les actifs courants, c'est généralement des actifs qui peuvent être convertis en cash en moins d'une année, par exemple. Nous avons des produits financiers tels que les valeurs mobilières de placement. Nous avons également, dans certains cas, dans les entreprises, tout ce qui est stock, mais ce n'est pas vraiment le cas dans les projets d'énergie renouvelable. Ensuite, nous avons des actifs non courants. Euh, ce sont des actifs qui sont détenus par le projet et qui nécessitent plus d'une année pour être convertis en liquidité. Ce sont des terrains, les bâtiments, les machines, la centrale généralement. Ce sont des actifs dont l'entreprise n'a pas forcément vocation de convertir cela en liquidité. L'actif courant, c'est un indicateur qui est très important parce que cela permet de montrer la capacité de l'entreprise à justement couvrir ses engagements sur le court terme. Donc, ses passifs courants en utilisant ses actifs courants. Donc, si l'entreprise, par exemple, a une baisse de son actif courant, elle doit trouver d'autres moyens pour justement financer ses activités à travers l'utilisation de fonds de roulement, donc le haut des bilans, tout ce qui est capitaux propres, etc. Ensuite, dans une seconde partie du bilan, nous avons le passif. Donc, le passif désigne tout ce que l'entreprise doit à des tiers. Comme l'actif, le passif est également divisé en deux parties. Nous avons le passif à court terme et le passif à long terme. Pour le passif à court terme, ce sont les obligations de l'entreprise, tout ce que l'entreprise doit, mais à une échéance qui est moins d'une année. Généralement, l'entreprise peut utiliser ses passifs courants pour couvrir ses dépenses et nous avons des passifs à long terme qui sont des obligations financières sur plus d'une année, par exemple la dette senior. Enfin, nous avons des capitaux propres, ça correspond aux fonds investis par les actionnaires et également, nous avons le résultat net du compte de résultats qui est reporté ici en diminuant justement les bénéfices qui sont non distribués à ces investissements et qui sont généralement renseignés dans un compte de réserve. Enfin, le troisième état financier est le tableau de flux de trésorerie qui indique le montant des liquidités générées ou utilisées par l'entreprise au cours d'une période donnée. Donc, le tableau de flux de trésorerie indique le montant des liquidités qui a été généré par l'entreprise. Il est divisé en trois catégories. On trouve les flux de trésorerie qui proviennent de l'activité de l'entreprise, l'activité d'exploitation. On a des flux de trésorerie qui proviennent de tout ce qui est activité d'investissement de l'entreprise et les flux de trésorerie qui proviennent de l'activité de financement de l'entreprise. Donc, le tableau de flux de trésorerie, c'est un état financier qui est essentiel puisque l'entreprise a besoin suffisamment de liquidités pour non seulement couvrir les opérations journalières, mais également pouvoir rembourser ses dettes et pouvoir respecter ses engagements envers les fournisseurs de capitaux propres. Le tableau de flux de trésorerie permet aux investisseurs de comprendre comment les opérations d'une entreprise fonctionnent, d'où vient l'argent, comment il est dépensé et du coup pouvoir suivre les mouvements de trésorerie sur une période. Le tableau de flux de trésorerie est d'autant plus important pour les créanciers. Ils peuvent l'utiliser pour déterminer le montant des liquidités disponibles pour que l'entreprise puisse financer ses dépenses d'exploitation et payer ses dettes. Le tableau de flux de trésorerie ne permet pas de dire à lui tout seul si un projet est fortement endetté. Pour ce faire, il faudra mieux regarder le passif du bilan pour avoir le niveau d'endettement de l'entreprise. Il ne faudrait pas l'analyser à lui tout seul. Donc, sur le côté droit du slide, on peut voir un exemple de tableau de flux de trésorerie. Au niveau du flux de trésorerie d'exploitation, on
on part généralement du résultat net qui se trouve dans le compte de résultat. À cela, on va ajouter les dépréciations, puis nous allons enlever tout ce qui est variation de BFR, c'est-à-dire le besoin de fonds de roulement. Cela va nous permettre de déterminer combien l'entreprise génère à travers son activité d'exploitation directement. Nous avons ensuite le flux de trésorerie qui est les flux de trésorerie qui sont liés aux investissements de l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise décide d'acheter des machines pour étendre sa centrale, ce sont des CAPEX du coût. À partir de ce moment, nous allons le renseigner dans le tableau de flux de trésorerie au niveau des flux de trésorerie d'investissement. Dans ce cas, c'est un flux de trésorerie négatif ou si l'entreprise décide de céder des actifs, dans ce cas, c'est un flux de trésorerie positif au niveau des flux de trésorerie d'investissement. Et enfin, nous avons les flux de trésorerie qui sont liés aux activités de financement, donc remboursement de la dette, paiement des dividendes, etc. Et à la fin, nous allons faire le total de tout ce qui est flux de trésorerie et cela va nous permettre d'avoir la trésorerie en fin de période. Le tableau de flux de trésorerie comprend 3 sections. Comme je vous le disais précédemment, nous avons les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation. Cela permet d'indiquer la trésorerie que la société de projet tire de la production d'énergie. Pour le calculer, on peut partir de l'EBIT ou du résultat net que nous avons calculé dans notre compte de résultats précédemment. À cela, on ajoute les dépréciations parce que les dépréciations, c'est une constatation de perte de valeur, mais ce n'est pas réellement une sortie de cash. Et nous allons enlever l'impôt et rajouter la variation de BFR. La variation de BFR, c'est composé de l'actif courant moins le passif courant. Du coup, au niveau de l'actif courant, on va trouver tout ce qui est créance client, tout ce qui est inventaire, et au niveau du passif courant, tout ce qui est dette fournisseur ou les dettes ou les autres dettes à court terme, par exemple les intérêts différés. Une deuxième section du tableau de flux de trésorerie est la trésorerie provenant des activités d'investissement. Donc, c'est tout ce qui est relatif aux cash générés ou dépensés par des actifs non courants, donc au des bilans, et qui peuvent produire un bénéfice dans le futur. Par exemple, si on prend une entreprise et qu'elle décide de vendre une machine, là, c'est un flux de trésorerie qui est positif et qui rentre dans le cadre des activités d'investissement. Pour calculer le flux de trésorerie d'investissement, nous allons prendre en considération tout ce qui est achat et vente d'actifs à long terme, donc des CAPEX. Nous allons diminuer tout ce qui est achat d'autres entreprises dans le cadre d'une opération de fusion-acquisition. Nous allons rajouter ou diminuer tout ce qui est valeur mobilière de placement, donc les titres financiers. Au niveau du tableau de trésorerie, nous avons des trésoreries provenant des activités de financement. Donc, le flux de trésorerie provenant des activités de financement, c'est une section qui montre des flux nets de trésorerie utilisés pour financer l'entreprise. Les activités de financement comprennent les transactions relatives aux dettes, aux capitaux propres et aux dividendes. Pour calculer les flux de trésorerie provenant des activités de financement, nous allons calculer les émissions de nouveaux capitaux. Nous allons rajouter les émissions de nouvelles dettes. Nous allons soustraire tout ce qui est remboursement de la dette et des intérêts. Nous allons également soustraire le paiement des dividendes aux actionnaires. Les 3 états financiers sont liés et se complètent. Si nous prenons le compte des résultats à partir du chiffre d'affaires jusqu'aux charges d'exploitation, cela montre dans quelle mesure les actifs du bilan sont utilisés dans les opérations de l'entreprise. Et de l'EBIT jusqu'au bénéfice net, cela montre le rendement de l'investissement des apporteurs de capitaux propres. Comment ces 3 états financiers sont-ils liés entre eux? Si vous voulez qu'on calcule notre compte de résultats, notre dernière ligne permet d'avoir notre bénéfice net. Ce bénéfice net, nous allons le retrouver dans le tableau de flux de trésorerie en première ligne. Et cela va nous permettre justement de calculer les liquidités provenant des activités d'exploitation. Le bénéfice net peut également être retrouvé dans le bilan au niveau des capitaux propres. Ensuite, au niveau du bilan, tout ce qui est actif courant, donc qui est relatif aux besoins de fonds de roulement, nous allons également le retrouver dans tout ce qui est liquidité provenant de l'activité d'exploitation.
tout ce qui est actif non courant, donc machines, centrales, etc., et des mouvements de ces CAPEX, nous allons les retrouver dans tout ce qui est liquidité provenant des activités d'investissement. Et au niveau du bilan, tout ce qui est capitaux propres et mouvement de capitaux propres, émission d'equity, nous allons les retrouver dans tout ce qui est flux de trésorerie provenant des activités de financement. Et enfin, au niveau du passif, tout ce qui est remboursement de la dette ou le fait que l'entreprise contracte une nouvelle dette, nous allons le retrouver dans les flux de trésorerie provenant des activités de financement. Pour s'assurer que le projet reste bancable, les promoteurs doivent toujours contrôler les ratios de solvabilité. Les ratios de solvabilité vont permettre de déterminer la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à long terme. Il y a trois principaux ratios qui vont être regardés par les prêteurs. Nous avons le ratio de couverture du service de la dette, DSCR. Ce ratio est calculé en faisant l'EBITDA moins les CAPEX moins l'impôt divisé par le total du service de la dette. Dans les standards du marché, il faut généralement que ce ratio soit supérieur à 1,1. Cela permet de déterminer la capacité de l'entreprise à assurer le service de la dette totale en cours. Ensuite, le deuxième ratio de solvabilité regardé par les prêteurs est le taux de couverture sur la durée d'emprunt, LLCR. Au niveau des standards de marché, il est généralement supérieur à 1,25. Pour le calculer, nous allons faire la valeur actuelle nette de la trésorerie disponible pour le remboursement de la dette divisé par l'encours de la dette. Ce ratio va permettre de déterminer la fréquence d'utilisation des flux de trésorerie actualisés du projet pour rembourser le solde de la dette sur la durée de vie prévue du prêt. Et enfin, le dernier ratio de solvabilité regardé par les prêteurs est le ratio dette-capital qui généralement est attendu autour de 70%. Nous allons prendre le total de la dette de l'entreprise et nous allons le diviser par le fonds total du projet. Le total des capitaux propres plus les dettes. Ce ratio se concentre sur la relation entre les dettes en tant que composant du capital total d'une entreprise de base. Avec cette dernière slide, prend fin la session 1 du module de formation sur l'introduction au financement des projets et à l'analyse du modèle financier. Il nous reste donc cinq autres sessions. Dans la prochaine vidéo, sur ce même module de formation, nous traiterons la section 2, à savoir aperçu des modèles financiers. Et à très bientôt.